Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver et je vous propose, pour coller à l'actualité, eh bien, de vous faire une petite vidéo d'analyse sur le trade de Chris Paul qui quitte donc Oklahoma City pour arriver à Phoenix. Watch Bomb, Blockbuster Trade. Alors, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps sur les réseaux sociaux et sur Twitch, je vous disais attention, cette intersaison, elle risque d'être complètement folle. Déjà, elle est condensée sur un laps de temps très très court. Et puis, comme il y a assez peu de free agents de qualité sur le marché et qu'il y a beaucoup d'équipes qui sortent d'une saison 2019-2020 décevante, ça risque de partir dans tous les sens. Et bien la draft qui a lieu demain le 18, eh bien elle n'a même pas encore eu lieu, que ça y est déjà, ça part dans tous les sens, il y a des joueurs calibre All-NBA qui sont annoncés dans plein d'équipes différentes, et moi je vais plus arriver à suivre, moi je vais plus arriver à suivre, si ça commence à partir comme ça en sucette alors que la draft elle n'a pas eu lieu, moi je vais avoir du mal, donc s'il vous plaît calmez-vous, calmez-vous, mais pour l'instant on va parler de Chris Paul qui arrive à Phoenix, donc vous avez suivi ça, il arrive avec Abdel Nader du côté de l'Arizona contre Kelly Oubre Jr., Ricky Rubio, Ty Jerome, Jalen Lake et un choix 2022 qui est protégé en 2022 selon cette grille de protection là. En gros, pour faire simple, c'est Chris Paul contre Ricky Rubio et Kelly Oubre et un tour de draft. Et ben, je vous propose de plutôt axer cette vidéo sur l'équipe de Phoenix. Oklahoma City a des contreparties intéressantes, mais on va plutôt parler de Phoenix qui, avec l'arrivée de Chris Paul, cherche à passer un cap. Alors, est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce que c'est une bonne recrue? Qu'est-ce que ça peut permettre de combler ou à contrario de dégrader dans cette équipe des Suns? Eh bien, c'est ce que je vous propose de décrypter dans cette vidéo. Merci à tous d'être à mes côtés. Je suis très heureux de passer cette free agency en votre compagnie. Parce que ça va être fou et on a besoin de se serrer les coudes. Alors, le point Phoenix. Phoenix, quelle était la situation de l'équipe? Ils ont fait, ces Suns, une saison 2019-2020 tout à fait intéressante. Alors oui, ils ont raté les playoffs de peu, mais leur dernière partie de saison dans la bulle à Orlando était vraiment très très sympa. Et souvenez-vous, l'équipe avait commencé super fort la saison, j'avais même fait une vidéo à l'époque qui décryptait un petit peu pourquoi ces Suns démarraient aussi fort aussi. Après, il y a eu un petit contre-coup, il y a eu un ventre mou, mais cette équipe de Phoenix a fait des choses intéressante et prometteuse sur cette saison 2019-2020, 12e attaque, 17e défense, et on finit avec le 16e bilan. Donc les Suns qui étaient abonnés au bas-fond de la NBA, au bas-fond de la conférence Ouest, se sont quand même réaffirmés comme une équipe moyenne. Et cette arrivée de Chris Paul, eh bien, elle s'inscrit dans la volonté de réoccuper les hauts de l'affiche dans la conférence Ouest. Alors la première chose, quand il y a un trade, la première chose que vous avez envie de regarder, c'est ok, ces Suns, quand on descend finalement poste par poste, où est-ce qu'ils étaient le plus en difficulté? Quand on regarde, ça c'est grâce à 82 Games, quand on regarde un petit peu cette production par position et qu'on descend sur le différentiel, eh bien on rend compte que ces Suns, là où ils étaient quelque part le plus en difficulté par rapport à leurs adversaires directs, c'était sur le poste de meneur. Mais alors là, attention, je vous entends déjà sur votre clavier commencer à commenter, mais oui, mais non, mais c'est pas ça. Attention, parce que les Suns, sur le poste de meneur, eh bien, ils avaient un certain Ricky Rubio, qui est ce qu'on appelle un pass first, qui est avant tout un meneur qui va jouer pour être au service des coéquipiers, pour servir les coéquipiers au détriment de sa production individuelle personnelle. Donc forcément, quand vous regardez, quand vous descendez aux productions par poste, vous avez un Rubio qui certes fait des passes décisives, mais qui lui-même, pour ce qui est d'apporter des points, des rebonds, etc., et donc de surclasser l'adversaire direct, a une contribution qui est un petit peu plus limitée. C'est pour ça que je n'aurai de cesse de vous répéter, quand vous avez fait des analyses de stats, il n'y a jamais une stat avancée seule qui fait office de vérité. Il faut toujours en recouper plusieurs, et là vous avez la vision d'ensemble qui vous permet de comprendre. Parce que effectivement,
quand vous regardez les impacts, c'est toujours sur 82 Games, ils ont ce système de hiérarchisation des joueurs qui permet de vous donner comme ça, grosso modo, une idée de l'impact des joueurs. Quand vous regardez effectivement les Suns la saison dernière, vous avez un Rubio qui était considéré comme le deuxième joueur le plus impactant de l'équipe, tout simplement parce que quand il n'était pas sur le terrain, eh bien les Suns, c'était la déroute absolue. Donc ça révélait à contrario à quel point Rubio, grâce à son playmaking, grâce à sa capacité à lubrifier un petit peu cette attaque des Suns, c'est justement ce qu'on avait développé dans la vidéo dont je vous parlais là en introduction, qu'on avait fait sur le début de saison des Suns. Il y avait un effet Rubio, le catalyseur, qui avait fait du bien à cette équipe. Donc il ne faut absolument pas minorer ça. Et effectivement, quand on regarde les rendements de l'équipe quand Rubio était sur le terrain, eh bien on se rend compte que le différentiel, le net rating, le différentiel qualité d'attaque, qualité de défense, eh bien il est très très bon quand il était sur le terrain. Donc attention, pas de conclusion hâtive. Rubio était un joueur qui faisait du bien et qui était indispensable à ce dispositif Suns. Et on peut être induit en erreur de la même façon quand on va regarder dans les stats avancées via Synergie le rendement de Rubio, notamment en attaque. Et bien on se rend compte que ça soit en transition ou en jeu placé, il est considéré comme ayant un rendement inférieur à la moyenne. On est en indice 25, donc ça veut dire que 75% des joueurs NBA sont meilleurs que lui. Mais dès qu'on intégrait dans l'équation, ok, le rendement de Rubio plus le rendement des coéquipiers grâce à lui parce qu'il fait des passes décisives, et bien on se retrouve avec un joueur qui est en indice 96. Donc il fait partie de l'élite absolue quand vous intégrez ses points et les points des coéquipiers. En revanche, point numéro 2. Point numéro 2, quand on refait le bilan des Suns. On vient de voir qu'ils avaient une petite faiblesse sur le poste de meneur, mais que c'est à nuancer. Là où les Suns, ils avaient une autre énorme faiblesse, c'est sur les tirs de champ. Donc, ils étaient classés 22e. Alors les spot-ups, ça inclut la petite passe de décalage et puis je sanctionne à 3 points. Ou la petite passe de décalage, je fais une feinte, le défausseur saute de la feinte et derrière je pose le dribble et je vais finir en lay-up. Tout ça c'est regroupé sous la catégorie spot-up. Mais en toujours est-il que dans ces spot-up, les Suns, ils étaient pas bons. Et dans le pick and roll porteur de balle, les Suns, ils étaient pas bons. Et ça, c'est embêtant parce que dans la NBA moderne, spot-up et pick and roll, ça représente grosso modo ce que vous faites le plus en attaque. On avait des Suns qui, pourtant, n'étaient pas une mauvaise attaque, souvenez-vous, on en parlait en introduction, mais qui, sur ce qu'ils faisaient le plus en volume en attaque, étaient, pour le coup, médiocres, voire mauvais. Et là où l'arrivée de Chris Paul commence à être intéressant pour eux, eh bien c'est que Chris Paul, c'est l'un des meilleurs joueurs de la NBA sur le pick and roll porteur de balle, avec un indice 92, c'est un mutant, aller chercher 1,08 points par possession, grosso modo c'est la moyenne NBA, aller chercher un rendement qui correspond à la moyenne NBA sur des séquences de pick and roll qui sont ni plus ni moins que l'isolation. Vous gardez la balle, vous gardez votre dribble, vous bénéficiez d'un écran, vous sortez de l'écran et lay-up ou tir. Avoir ce rendement-là sur du pick and roll, c'est complètement fou. Et on a un joueur qui également, sur les spot-up, sur les tirs de champ, sur les renversements, est dans l'excellence. Donc, sur ce que les Suns faisaient mal, on a un Chris Paul qui vient évidemment leur apporter une aide très 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 précieuse, sans dégrader les qualités de playmaking. C'est là où c'est la double peine, enfin c'est plutôt la double joie pour les Suns, parce que c'est pareil, Chris Paul, je ne vous l'apprends pas, c'est un formidable playmaker, c'est un formidable joueur pour la création, pour les coéquipiers, et quand on compare les rendements de Rubio sur mes points plus ce que j'apporte aux coéquipiers, eh bien on retrouve le même rendement. Donc les Suns, ils récupèrent un joueur qui va combler les lacunes de l'équipe en attaque sur les points qu'on a évoqués, ou en tout cas en partie, sans dégrader les qualités de playmaking. C'est Rubio qui arrive à mettre ses points en efficacité pour caricaturer
à mort. Et l'un des exemples, par exemple, de la contribution intéressante de Chris Paul, c'est sur la transition, sur le jeu rapide en contre-attaque, avec les mêmes qualités de distribution que Ricky Rubio. Pourquoi c'est intéressant? Parce que les Suns, et c'est une équipe qui aime jouer vite, et c'était l'une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure équipe la saison passée de la NBA en transition. Bien, on a un Chris Paul qui arrive avec les mêmes qualités de passe que Rubio en transition, mais quand il est lui porteur de balle, et ça arrive dans 80% des cas, eh bien, il a un rendement, quand c'est lui en gros qui va finir, qui est considéré comme très bon, là où Rubio avait un rendement qui est considéré comme inférieur à la moyenne. Donc sur les tirs de champ, sur la contre-attaque, sur le pick and roll, dès lors que c'est Chris Paul qui va aller chercher ses propres points et qui ne va pas systématiquement comme Rubio chercher à qui je pourrais passer le ballon, quand il est en première intention, eh bien il va faire un bien fou à cette équipe des Suns, un bien fou là où les Suns étaient en difficulté. Donc c'est un magnifique pansement, c'est un magnifique enduit que vous allez appliquer sur le mur des Suns pour aller boucher les trous. Et puis si on se concentre sur le point sur les Suns part 3, eh bien c'est la défense. Là où les Suns avaient une autre problématique assez dégradée la saison passée, c'est sur la défense du pick and roll, où ils étaient considérés comme mauvais, 26e équipe de la NBA. Il y avait un souci Suns sur la défense du pick and roll, et c'est pareil, comme le pick and roll est quand même l'unité de base de la NBA, c'est quelque chose que vous retrouvez énormément en attaque, mal le défendre, c'est forcément vous exposer. Et sur la défense du pick and roll, on a un Chris Paul qui, une nouvelle fois, est une formidable plus-value pour cette équipe des Suns, parce que regardez, il est classé comme étant très bon en indice 73. Alors, je vous l'ai déjà répété plein de fois, mais c'est toujours très compliqué d'aller ramener à l'individu des qualités de défense, parce que autant en attaque, vous pouvez attaquer tout seul, en faisant une isolation, allez, poussez-vous les gars, et je m'appelle James Harden et je mets mes points en isolation quelque part, autant en attaque, vous pouvez vous en sortir tout seul, autant en défense, c'est impossible. Personne ne défend jamais tout seul, parce qu'une bonne défense, il y a des bonnes aides, il y a des bonnes pré-rotations, c'est toujours un travail collectif. Donc c'est toujours très compliqué de ramener à l'individu, mais faisons avec les données dont on dispose, et dès lors qu'on ramène à l'individu, eh bien on se rend compte que Chris Paul, malgré quelque part son petit gabarit, eh bien c'est un formidable défenseur du pick and roll, et une nouvelle fois ça comble une lacune de ce dispositif Suns. Et quand on compare globalement les qualités de défense de Chris Paul, qui est considéré comme très bon, par rapport aux qualités de défense de Rubio, qui est considéré comme moyen, et bien évidemment vous comprenez que c'est le jour et la nuit. Et comme les Suns, ils ont besoin d'aller chercher de la progression et sur l'attaque et sur la défense, et bien Chris Paul, il apporte une contribution sur les deux tableaux. Et là évidemment c'est magnifique, d'autant plus magnifique pour Phoenix qu'on est complètement dans la continuité de la complémentarité qui existait déjà entre Rubio et Booker, puisque n'oubliez pas que Devin Booker est l'un des joueurs qui marque le plus de points NBA, mais qui marque le plus de points en ayant bénéficié de ce que j'appelle des séquences clés en main. C'est-à-dire que Booker, il joue pas du tout comme un James Harden à base d'autocréation de tous mes paniers, avec de l'isolation ou avec des séquences où je me suis débrouillé pour trouver mes points. Devin Booker, c'est un petit peu l'antithèse. Alors évidemment qu'il fait aussi de l'isolation et du pick and roll, c'est le pain quotidien de tout attaquant NBA, mais 31,4% de son attaque, parce que eh bien, il y a des séquences en sortie d'écran, parce qu'il y a des séquences en spot-up, parce qu'il y a des backdoors, parce qu'il y a même de la transition où il court et il est bien servi. On pourrait même monter pratiquement en ajoutant la transition à 50%. 50% de l'attaque de Devin Booker existe parce qu'il y a un coéquipier qui lui a fait la bonne passe en beau moment. Elle existe en construction collective, et Chris Paul ne vient absolument pas enrayer cette mécanique, ne vient absolument pas marcher sur les plates-bandes de Devin Booker. Au contraire, il y a une belle complémentarité entre les deux, au même titre que la belle complémentarité Rubio et Booker de la saison passée avait fait du bien. Donc Chris Paul ne vient pas dégrader ça, et ça c'est très important. Donc encore une bonne nouvelle. Là où il y a un sujet, c'est que dans la boucle, les fans des Suns auraient aimé que ça se passe différemment, mais OKC, ils sont quand même pas nés de la dernière pluie, et puis il fallait bien faire matcher les salaires, donc il fallait glisser Kelly Oubre, qui était quand même le deuxième meilleur marqueur de Phoenix,
la saison passée, donc c'était un joueur important du dispositif. Alors on a vu que Chris Paul qui remplace Rubio, c'est très très bien, mais attention à ce que la perte de Kelly Oubre ne dégrade pas d'un autre côté l'équipe, parce que ça serait un gagné pour un perdu, et au final on aurait des Suns dans le statu quo. Eh bien, la réponse à cette question va dépendre de la contribution future et du développement de Bridges et de Cam Johnson, qui deviennent du coup les deux ailiers exposés qui vont récupérer quelque part les paniers, le temps de jeu et les séquences d'attaque laissées par Kelly Oubre Jr. Et là, effectivement, le succès futur des Suns va dépendre du développement de ces deux-là. Ce qui est encourageant pour Phoenix, eh bien, c'est que Bridges, il sortait d'une saison 2 pour lui en NBA où il avait fait un vrai bond en avant en termes de qualité d'attaque. Regardez, pour un joueur de 23 ans, on est à 62% au tir réel, c'est une très très belle contribution, c'est un très beau rendement. Et Cam Johnson, lui, dans sa saison de rookie, qui lui aussi a également 23 ans, il était à 59% au tir. Donc on a des joueurs qui, dans du registre de catch and shoot, je suis servi à 3 points, sanctionnés avec efficacité, les Suns vont avoir encore besoin d'eux dans ce registre-là, et derrière il va falloir tenir en défense. Donc c'est compliqué à chaud de dire voilà, le départ de Oubre, c'est compensé, c'est pas compensé. Ça va dépendre de la capacité de Bridges à maintenir ce bon rendement, voire le faire encore progresser. Ça va dépendre de Cam Johnson, pareil, maintenir ce rendement en attaque, voire le faire encore un petit peu progresser. Et derrière, gagner en solidité défensivement. Ce qui peut être encourageant, c'est que finalement, quand on regarde très très rapidement le rendement des Suns quand Oubre était sur le terrain, il était pourtant a priori avec le 5 majeur, donc avec Rubio, avec Ayton, avec Booker, eh bien on se rend compte que quelque part le rendement de l'équipe quand il était sur le terrain n'était pas le plus intéressant, n'était pas le plus maximisé, et qu'à contrario, quand il y avait Bridges et Cam Johnson, on s'en sortait pas trop mal, et puis c'est comme ça que les Suns sont finis dans la bulle derrière. Donc il y a une petite lueur d'espoir ici. La perte de Kelly Oubre pourrait se faire relativement sans douleur du côté des Suns, mais évidemment il y a beaucoup de conditionnels. Et maintenant quid de Phoenix? Eh bien, priorité numéro 1 pour Phoenix, trouver un intérieur rebondeur. Parce que si on part avec Bridges et Cam Johnson dans le 5, on part sur une config assez petite. Et pour vous imposer en NBA, il faut des qualités de rebond, notamment des qualités de rebond défensif. N'oubliez pas que Saric et Aaron Baines, qui étaient deux éléments intéressants du dispositif de la saison passée, sont en fin de contrat. Saric, il est agent libre restreint, donc les Suns peuvent s'aligner sur n'importe quelle offre qui lui sera faite. Baines, il peut signer où il veut. Il faut absolument, si jamais les Suns ne gardaient pas les deux ou arrivaient à conserver Saric, mais en tout cas, il faut absolument soit dans le 5 en numéro 4, un power forward, je vais y arriver, un ailier fort qui pourrait s'écarter un petit peu, qui serait un bon défenseur et qui aurait des belles qualités de rebond, ou un backup intérieur qui arriverait avec des qualités de rebond, mais les Suns en ont besoin. Les Suns ont besoin maintenant d'aller recruter un intérieur rebondeur parce qu'ils n'en ont pas dans le roster. C'était la 14e défense au rebond en 2020. C'est pas mal, mais s'ils veulent franchir un cap, ça passe par de meilleures qualités de rebond. Et puis en deuxième étape maintenant qu'il faut suivre du côté des Suns, il faut trouver un backup meneur. Ou en tout cas un backup arrière, parce que présentement dans le dispositif Suns, il n'y a pas de backup arrière ou backup meneur vraiment intéressant. Par exemple, ce qui a fait le succès d'OKC la saison passée, c'est que derrière Chris Paul, quel succès en partie, mais derrière Chris Paul, il y avait un Dennis Schroeder qui apportait, face aux 5 mineurs adverses, de très belles qualités d'attaque, que vous pouviez faire jouer en plus en binôme aux côtés de Chris Paul, et qui apportait vraiment un second souffle et qui faisait beaucoup de bien à cette équipe d'OKC. Il faut le même dispositif du côté des Suns, parce que la saison passée, quand Rubio n'était pas sur le terrain, on avait une attaque de Phoenix qui s'écroulait complètement, on avait une réussite au tir qui s'écroulait complètement. Il faut trouver ce second souffle du côté des Suns.
Javon Carter et Eli Okobo sont bien sympas. Mais pour une équipe qui veut aller se frotter aux meilleures locomotives de l'Ouest, il faut quelque chose d'impactant en sortie de banc sur la ligne arrière. Et puis n'oubliez pas que les Suns, eh bien, ils ont le 10e choix de la prochaine draft. Avec un 10e choix, il y a toujours moyen d'aller récupérer un joueur très 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 intéressant pour venir renforcer le banc. Le mot-clé maintenant pour les Suns, c'est ça. Le 5 paraît intéressant, mais il faut renforcer le banc pour permettre à cette équipe de Phoenix d'avoir une vraie profondeur et de vraiment pouvoir jouer des coudes. En tout cas, cette acquisition de Chris Paul, eh bien, vous l'aurez compris, elle est tout à fait intéressante. Elle permet à Phoenix d'avoir 2 saisons, là, donc les 2 saisons à venir, parce que les 44 millions en option joueur de Chris Paul en 2021-2022, il n'y a aucun suspense, il va activer son option joueur, jamais il ne renoncera à 44 millions, donc en gros ça permet aux Suns d'avoir 2 années avec le noyau dur actuel pour bien, continuer à se développer et pour vraiment franchir un cap. On a vu en plus Chris Paul à Oklahoma City en leader d'un groupe de jeunes joueurs. On a vu à quel point il avait parfaitement endossé ce costume, endossé ce rôle. Donc on sait qu'il peut complètement faire passer une nouvelle dimension à cette équipe des Suns dans un rôle de mentor, en fait, dans un rôle de mentoring. Là, il y a une fenêtre de 2 ans. Les Suns, ils ont une fenêtre de 2 ans. Ce qu'il faut maintenant absolument surveiller, c'est la qualité des recrutements pour garnir le banc. Mais toujours est-il que cette acquisition de Chris Paul, c'est vraiment une très belle acquisition. Les Suns, ils sont maintenant dans un projet qui est très 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 solide. Le succès de l'équipe va dépendre maintenant du développement des process. On en parlait de Bridges, de Johnson, de leur 10e choix là qui va arriver, de Ayton qui est encore très très jeune, et des 2-3 joueurs de complément qu'ils vont récupérer pour aller boucher les trous dans le roster et pour faire le sale boulot. Pour faire le sale boulot, c'est-à-dire prendre les rebonds, apporter un petit boost d'attaque en sortie de banc sur la ligne arrière, un petit 3&D, un petit ailier qui peut défendre et qui joue 16-18 minutes par match pour aller compléter le banc. Et si les Suns arrivent à faire un sans faute sur ces éléments-là, on a une équipe de Phoenix qu'il va falloir évidemment surveiller sur la saison qui arrive. D'ici là, je reprends mon souffle, vous me le permettrez, et puis je vous retrouve très vite pour la suite de l'actu NBA. Bon match à tous!